Denise, tu devrais commencer à penser à nous laisser la maison. C'est plus raisonnable à ton âge. Elle l'a dit comme on annonce une météo. Sans trembler, sans honte, sans mesurer ce qu'elle venait de briser. C'était un dimanche de fin d'automne. Le genre de dimanche où les feuilles mortes collent aux chaussures, où l'air sent la cheminée, où le silence a une épaisseur particulière. Je venais d'apporter une tarte aux pommes chez Julien et Charlotte, un geste simple, un geste de mère, et je n'imaginais pas une seule seconde que je repartirais avec le cœur serré comme une porte trop longtemps forcée. Nous étions assis à table. Les enfants jouaient dans le salon, la télévision murmurait quelque chose sur une émission de cuisine, et je remerciais intérieurement ce moment calme après une semaine de solitude. Julien me servait du thé. Charlotte coupait la tarte d'un geste rapide, autoritaire. Puis, sans lever les yeux, elle a lancé cette phrase que je n'oublierai jamais. De toute façon, Denise, tu ne peux plus t'occuper d'une maison pareille. Ce serait plus simple que tu la mettes à notre nom. Je suis restée figée. Le thé a refroidi entre mes mains. Le temps s'est arrêté une seconde, juste assez, pour que la pièce change de couleur. Comment ça? À votre nom? Charlotte a haussé un sourcil. Eh bien, oui. C'est logique, non? Julien est ton seul enfant. Et puis, tu ne resteras pas éternellement dans cette grande maison vide. Autant en faire profiter quelqu'un qui en a besoin. Elle a ri doucement, ce rire léger, contrôlé, qui résonne encore dans ma mémoire comme une gifle donnée avec des gants en velours. Julien n'a rien dit. C'était ça. Le plus terrible. Il n'a rien dit. Il a remué son thé. Il a baissé les yeux. Il n'a pas osé me regarder. Comme si cette idée me déposséder n'était pas absurde. Comme si c'était, oui, logique. Comme si mon âge suffisait à me retirer ce que j'avais construit de mes mains, de mon travail, de mes nuits blanches, à économiser chaque centime. Je pouvais presque entendre mon cœur battre dans mes tempes. Charlotte a continué. Elle avait préparé son discours, c'était évident. On peut faire une donation simple ou une donation partage. Tu sais, pour éviter les problèmes quand... Elle s'est interrompue, mais son regard a terminé la phrase. Quand tu ne seras plus là, j'ai posé ma tasse très doucement sur la table. Je ne voulais pas qu'elle tremble. Je ne voulais pas leur faire ce cadeau. Je n'ai pas l'intention de partir demain, ai-je dit. Charlotte a souri d'un air presque condescendant. On dit tous ça. Mais ça arrive vite, hein? Elle a avalé une bouchée de tarte. La mienne. La même tarte qu'elle avait critiquée l'année dernière parce qu'elle la trouvait démodée, trop sucrée, trop ceci, trop cela. J'ai ressenti un frisson très long qui m'a traversé de la nuque jusqu'aux doigts. Un mélange de colère, d'humiliation et surtout de lucidité. Parce que ce n'était pas une conversation innocente. C'était un plan réfléchi, préparé, presque récité. On pourrait même faire ça avant la fin de l'année, ajouta Charlotte. Comme ça, tout sera en ordre. En ordre. Ces deux mots me glaçaient. Comme si ma vie était un dossier administratif. Comme si ma maison, la maison où Pierre avait posé chaque pierre du jardin, où Julien avait fait ses premiers pas, où j'avais vécu 40 ans de joie et de chagrin, n'était qu'un bien à transférer. Un actif, un butin. Julien a enfin pris la parole. D'une voix molle, effacée. Man, tu sais bien que ce serait plus simple. Simple. Toujours ce mot. Le mot préféré de ceux qui préparent des pièges. Je l'ai regardé. Mon fils, mon seul enfant. Le petit garçon qui m'appelait maman en courant dans le jardin. L'adolescent qui venait chercher réconfort dans la cuisine après une dispute au lycée. L'homme qui, un jour, s'est laissé convaincre qu'il fallait écouter Charlotte. Je ne l'ai pas reconnu. Pas dans ce moment-là. Tu veux ma maison? Ai-je murmuré. Il a rougi. Il a secoué la tête. Non. Enfin, ce n'est pas... C'est pour préparer l'avenir. Charlotte l'a interrompu. Ce n'est pas grave de dire les choses, Julien. On veut juste être sûr qu'elle ne se retrouve pas avec des papiers compliqués si elle décroche un peu. Décroche un peu. Comme si ma mémoire, ma tête, ma vie n'étaient que des interrupteurs. J'ai senti mes doigts se crisper sur le bord de la table. Et c'est là, précisément là, que j'ai compris. Il ne s'agissait pas d'un conseil, ni d'une inquiétude, ni d'une demande maladroite. C'était une prise. Une main qui se posait sur ma vie pour y implanter son ordre à elle. Et moi, j'étais censée dire oui.
J'étais censée signer. J'étais censée me retirer en douceur. Charlotte a glissé une enveloppe beige sur la table. Une enveloppe où j'ai reconnu des papiers officiels. On a déjà préparé les premières démarches, dit-elle. Il manque juste ta signature. Le monde s'est arrêté. J'ai regardé l'enveloppe, puis Charlotte, puis Julien, et j'ai senti quelque chose de très ancien, de très profond, remonter en moi, un instinct que je croyais disparu, l'instinct de survivre, l'instinct de me défendre, l'instinct de dire « non, pas ça ». Alors j'ai souri, un sourire si léger qu'il est passé pour un signe de consentement. Et j'ai dit « je vais y réfléchir ». Charlotte a froncé les sourcils, mais Julien a semblé soulagé. Il pensait avoir gagné. Il pensait que j'allais céder. Il ne savait pas, il ne pouvait pas imaginer que la veille, à 10 heures du matin, j'étais assise dans un bureau silencieux, face à un notaire patient qui avait pris des notes sans rien dire. Il ne savait pas qu'une autre enveloppe allait arriver. Pas une enveloppe beige, une enveloppe officielle. Timbre bleu. Il ne savait pas qu'ils allaient la recevoir très bientôt. Une lettre du notaire. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, après cette scène où Charlotte avait posé sur la table l'enveloppe de trop, la maison m'a accueillie dans un silence lourd mais familier. J'ai retiré mon manteau, allumé la petite lampe de la véranda, et je me suis assise dans le fauteuil en osier. Le même fauteuil où Pierre aimait lire son journal en fin d'après-midi. Je suis restée là longtemps, les mains posées à plat sur les accoudoirs, à écouter ma propre respiration. Et, comme souvent quand une blessure est trop fraîche pour être pensée clairement, mon esprit est retourné en arrière, vers les années où tout semblait encore solide, vers ce qui m'a construite, bien avant que Charlotte n'essaie de me déconstruire. Parce que pour comprendre ce qui vient de se passer, il faut revenir à ce que ma maison représente vraiment. J'ai grandi dans une famille où l'on ne possédait pas grand-chose, mais où l'on respectait tout. Mon père disait toujours « Une maison, Denise, c'est le seul endroit du monde où une femme doit pouvoir respirer ». Il travaillait comme menuisier, il rentrait chaque soir les mains abîmées, pleines de sciures, mais il avait dans les yeux une fierté simple. Il bâtissait. Il bâtissait pour vivre, mais aussi pour que nous, ses enfants, sachions reconnaître la valeur d'une chose où l'on met du temps, de l'amour et du courage. Ma mère, elle, repassait les draps avec une patience infinie. Elle disait que le linge, c'était comme les souvenirs. Il fallait les lisser soigneusement pour qu'ils tiennent debout plus longtemps. Nous avions une petite maison près de salle, pas plus grande qu'un mouchoir, mais elle abritait tout ce qui faisait de nous une famille. J'ai appris très tôt que l'on ne joue pas avec un toit, qu'une maison n'est jamais simplement matérielle. Elle contient les couches successives de la vie, les chagrins, les départs, les rires, les nuits blanches, les secrets, les petites victoires du quotidien. Ma mère disait « Ce n'est pas juste des murs, c'est de la mémoire ». Cette phrase m'est revenue si fort que j'en ai eu les larmes aux yeux. J'ai rencontré Pierre à 22 ans. Il travaillait alors sur les toitures du port. Grand, calme, souriant. Il avait des mains de travailleur, mais une douceur que l'on ne devine qu'en s'approchant. Il m'a courtisée comme dans les vieux films. Des bouquets de fleurs cueillis dans les fossés, des promenades au bord de l'eau, des mots simples mais vrais. Un jour, il m'a dit « Denise, je ne peux pas t'offrir une bague chère, mais je veux t'offrir un foyer. » Ce foyer-là, nous l'avons construit ensemble, brique après brique, prudence après prudence, sacrifice après sacrifice. Nous avons acheté la maison lorsque Julien avait 2 ans, une grande maison beige, un peu trop grande pour nos moyens, mais juste assez vaste pour nos projets. Pierre passait ses week-ends à réparer les volets, repeindre les marches du perron, tailler les rosiers. Moi, j'arrangeais l'intérieur, je cousais les rideaux, je triais les livres, je rendais chaque pièce habitable. Julien faisait ses premiers pas dans la cuisine. Il disait « Maman » dans le couloir, là où sa voix résonnait mieux. Il dessinait sur la table du salon, laissant des traces de feutre que je n'ai jamais totalement réussi à effacer et que je n'ai jamais voulu effacer, à vrai dire. C'est dans cette maison que j'ai entendu le rire de Pierre pour la première fois. Le vrai rire. Celui qui part du ventre et qui remplit tout. C'est dans cette maison que j'ai appris à aimer le silence du matin, les rideaux flottants, les bruits du port au loin, les repas partagés, et c'est dans cette maison que j'ai pleuré dans ses bras quand j'ai perdu ma mère. Ma maison, ce n'est pas un bien,
C'est ma vie. Quand Julien a grandi, il s'est mis à courir dans le jardin, à jouer avec ses copains, puis à rentrer tard après l'école. Pierre lui répétait toujours « On protège sa maison avant tout, parce que ce qu'il y a dehors, tu ne peux pas le contrôler. » Mais ici, oui. Cette phrase avait pris un sens particulier pour moi. Elle me guidait dans la façon de garder notre foyer solide, accueillant, vivant, même lorsque Julien est parti faire ses études, même lorsqu'il a rencontré Charlotte, je continuais à entretenir la maison comme si elle devait nous survivre, comme si chaque geste la mettait à l'abri d'un oubli. Pierre, lui, continuait à dire « Si un jour je ne suis plus là, Denise, tu resteras. La maison sera ton refuge. » Il est parti trop tôt. Un matin d'hiver, avant même que le soleil ne se lève, un départ si brutal qu'il a laissé un vide plus vaste que toutes les pièces de la maison réunies. Pendant des mois, je me suis déplacée dans son absence comme dans un brouillard. Mais la maison, elle, ne m'a pas quittée. Elle me tenait debout, me retenait, me rappelait que j'avais encore une place dans le monde. Pas une place qu'on m'offrait, une place que j'avais construite. Alors ce soir, après les mots de Charlotte, après son sourire froid, après sa main posée sur ma maison comme sur un meuble qu'elle voulait déplacer, j'ai revu tout cela, toute cette vie, toute cette mémoire, et j'ai compris quelque chose avec une clarté brutale. Ma maison n'était pas un héritage anticipé, ce n'était pas une prise, ce n'était pas un dû, ce n'était pas une récompense pour un gendre ou une belle-fille ambitieuse. C'était mon histoire, mon encre, ma survie après Pierre, ma dignité. Et personne n'avait le droit d'y toucher sans mon consentement. Alors j'ai séché mes larmes, j'ai fermé les volets. Je me suis levée, et j'ai dit à haute voix, pour moi seule, elle ne sait pas encore à qui elle a affaire. Parce qu'à ce moment précis, une décision avait germé, froide, calme, inflexible. Si Charlotte voulait ma maison, elle allait recevoir autre chose, beaucoup plus lourd, beaucoup plus légal, une lettre du notaire. On croit toujours que la trahison arrive d'un coup, comme un orage. En réalité, elle commence par des gouttes, petites, invisibles, presque anodines. On les sent sans les comprendre. On les accepte parce qu'on aime, parce qu'on espère, parce qu'on préfère croire au malentendu plutôt qu'au mépris. Avec Charlotte, les premières gouttes étaient si fines que je m'y suis laissée prendre. J'avais envie de croire qu'elle serait pour moi une fille que je n'ai jamais eue. Malgré son caractère sec, ses remarques rapides, je pensais naïvement qu'avec le temps, elle adoucirait ses angles. Mais la vérité, c'est que Charlotte n'a jamais cherché à m'aimer. Elle a cherché à me gérer, comme un dossier encombrant, et j'ai commencé à le voir, par des détails infimes. La première fois, ce fut un dimanche, peu de temps après l'anniversaire d'Emma. J'étais arrivée un peu trop tôt, avec un gâteau encore tiède et un petit sac de cadeaux pour les enfants. Charlotte m'a ouvert la porte avec un sourire crispé. « Oh, Denise, tu aurais dû m'envoyer un message avant. On est encore en train de ranger. » Je suis restée plantée dans l'entrée, avec mon gâteau entre les mains. Julien, lui, a levé la tête depuis le salon, comme surpris de me voir. « Man, tu es là ?» Charlotte a répondu à sa place. Oui, elle est arrivée, spontanément. Spontanément, le mot m'a frappé. Il sonnait comme un reproche. Comme si ma venue était un dérangement, un mouvement imprévu dans un agenda trop bien organisé. J'ai déposé mon gâteau sur la table, mais j'ai senti que quelque chose s'était déjà déplacé. Une distance, une politesse forcée. Un autre jour, j'ai apporté un panier de légumes du marché. Un geste simple, comme j'en avais fait toute ma vie. Mais Charlotte a froncé les sourcils. « Oh, c'est gentil, mais on n'a pas vraiment besoin de ça. Tu sais, nous, on fait nos courses en ligne. C'est plus moderne. » Moderne. Le mot était lâché avec cette pointe d'ironie qui vous renvoie soudain à votre âge, comme si votre manière de vivre appartenait à un autre siècle. J'ai senti mes joues chauffer. J'ai laissé le panier, et je suis repartie. Un mercredi, j'étais venue chercher Emma à l'école comme convenu. C'était notre rituel. Je l'attendais près du portail, mon sac sur l'épaule, enthousiaste à l'idée de passer 2 heures avec elle. Charlotte est arrivée quelques minutes plus tard. Elle a pris Emma par la main, rapidement. « Oh, Denise, je t'ai oubliée. Je passe devant, alors je la prends. Ça ira plus vite. » J'ai senti un froid se glisser dans mon ventre. Mais j'avais prévu,
Oui, mais ce n'est pas grave. Une autre fois, Emma m'a regardée, un peu confuse. Elle m'a soufflé. À bientôt, mamie. Et je suis restée seule devant le portail, avec l'impression d'avoir été écartée d'un geste trop simple. Ce qui a suivi fut pire. Pas plus bruyant, mais plus humiliant. Il y eut ce déjeuner où Charlotte a retiré la chaise que j'allais prendre, en disant « Ah non, pas ici, sinon on n'aura pas assez de place pour les enfants. » J'ai pris une autre chaise, sans rien dire. Ce dîner où elle a critiqué ma façon de couper les tomates. Cette soirée où elle a dit devant d'autres invités « Denise est fatiguée, hein? Vous savez comment sont les personnes de son âge? » J'ai senti mon cœur se serrer. Les personnes de son âge? Je n'étais plus Denise. Je n'étais plus la mère de Julien. Je n'étais plus la grand-mère d'Emma. J'étais une catégorie, une contrainte, un obstacle. Puis il y eut les questions sur ma maison, glisser l'air de rien. Tu arrives encore à monter l'escalier? Tu n'as jamais peur de tomber, toute seule là-bas? Tu n'as pas quelqu'un pour t'aider au jardin? Ce serait mieux si... Toujours ces suggestions déguisées. Toujours cette insistance à me faire paraître faible, fragile, dépendante. Julien, souvent, ne réagissait pas. Il ne voyait pas. Il ne voulait pas voir. Ou peu, être qu'il voyait, mais ne savait pas comment intervenir entre la femme qu'il avait choisie et la mère qu'il aimait encore. Peu à peu, Charlotte occupait plus d'espace. Elle décidait quand je pouvais venir, quand je devais repartir, comment je devais présenter les choses, ce que je pouvais dire ou non aux enfants. Je devenais une invitée, pas une mère, pas une grand-mère, une invitée. Et les invités, on les traite avec courtoisie, mais jamais avec intime considération. Le jour où j'ai compris que quelque chose avait basculé, c'était un samedi matin. Charlotte discutait avec une amie au téléphone. Je passais dans le couloir pour aller chercher un mouchoir dans mon sac. Elle ne m'avait pas entendu approcher. « Oh, mais tu sais, Denise est gentille, hein? » Mais elle vieillit. On doit commencer à penser à la suite. La suite. Le mot m'a transpercé. J'ai senti un vertige. Mes doigts ont glissé le long du mur pour garder l'équilibre. La suite, comme si ma vie n'était plus un présent, mais un problème administratif à anticiper. Comme si je n'étais plus une personne, mais une échéance. À ce moment précis, j'ai compris. Tout était déjà là. Tout ce qui allait suivre. Tout ce qu'elle préparait. Mais je n'étais pas encore prête à l'affronter. Je me disais que c'était moi, mon âge, ma sensibilité, que je prenais mal les choses. Non, je ne me trompais pas cette fois. Charlotte avait commencé à me pousser doucement hors de ma propre vie. Elle refermait les portes, une par une. Et moi, j'acceptais encore de croire que c'était un courant d'air. J'étais naïve, mais plus pour longtemps, parce que ce que j'ai entendu ensuite, ce soir de dimanche où tout a basculé, n'était pas une surprise. C'était l'aboutissement. Et c'est à partir de là que j'ai cessé d'être une femme qui subit. Je devenais une femme qui voit. La vraie rupture n'arrive jamais avec une grande explosion. Elle arrive dans un instant banal, presque pauvre, mais tellement chargé qu'il vous renverse intérieurement. Le mien est arrivé un mardi après-midi, à 15h10 à 7 exactement. Une heure que je connais bien, celle où la maison est la plus silencieuse, où l'on entend le tic-tac de l'horloge dans la cuisine, où les volets vibrent légèrement sous le vent. Je n'attendais personne ce jour-là. J'étais en train de repasser une nappe blanche, une nappe que Pierre aimait beaucoup quand la sonnette a retenti. J'ai ouvert. C'était Charlotte. Elle se tenait droite, les bras croisés, un sourire fin comme un fil tranchant. « Denise, on peut parler ?» J'ai fait un signe pour l'inviter à entrer. Elle ne l'a pas fait. Elle est restée sur le seuil, comme si mettre un pied dans ma maison l'aurait obligée à reconnaître quelque chose. Que cet endroit était encore le mien. « Je ne vais pas m'asseoir, dit-elle. »« Ça ira vite. » Le ton déjà, sec, tranchant, mécanique. Je suis restée debout, face à elle. « Voilà. J'ai regardé ton dossier fiscal, commença-t-elle d'un air faussement concerné. Tu risques de payer beaucoup plus d'impôts si tu continues à gérer la maison seule. Ce n'est plus adapté à ton âge. Mon âge. Toujours cette obsession. Ce prétexte. Je n'ai jamais eu de problème avec ça, ai-je répondu. Elle soupira. Un soupir qui disait « Tu es pénible. Denise, tu n'es plus en état de comprendre certaines choses financières. Alors il faut penser à d'autres solutions. » Elle a sorti un dossier de son sac. Un dossier bleu marine. Je l'ai reconnu immédiatement.
Un modèle type pour les donations simples. Mon ventre s'est noué. Voilà, regarde. On a déjà rempli les informations principales. Il manque juste ta signature. Elle me tendit la première page. On pourra ensuite voir un notaire pour finaliser. Mais comme ça, le gros est fait. J'ai senti mon cœur cogner. Une force lourde, douloureuse. Pas de peur. D'humiliation. Elle n'avait même plus la décence de faire semblant de me consulter. Elle arrivait chez moi, l'air de rien, avec un document qui décidait de tout. Ma maison, mon avenir, ma place dans ma propre vie. J'ai inspiré doucement. Je lui ai demandé. Tu as dit on a rempli. Qui on? Elle ne s'est même pas cachée. Julien et moi. Julien, mon fils. Celui que j'avais aimé plus que tout. Celui que j'avais tenu dans mes bras la nuit où il avait eu 4 ans et fait un cauchemar. Celui que j'avais soutenu pendant ses études. Celui à qui j'avais offert son premier appartement. Celui que j'avais aidé financièrement plus que je ne l'avais jamais avoué. Il avait rempli. Je me suis assise parce que mes jambes ont tremblé une seconde. Charlotte, elle, est restée debout, au-dessus de moi. On veut juste éviter les complications plus tard, reprit-elle, comme si elle lisait un script appris par cœur. Quelles complications? Ai-je demandé. Elle a cligné des yeux, une fraction de seconde, agacée que je questionne encore. Eh bien, tu sais, les maladies, la dépendance. On préfère prévoir. C'est plus simple pour tout le monde. J'ai senti un froid glacial parcourir mes bras. Dépendance. C'était là que tout commençait. Dans leur tête, j'avais déjà disparu. J'étais déjà une charge. Un dossier encombrant à trier. Alors elle a dit la phrase de trop. Et puis, une fois que la maison sera à nous, on pourra faire des travaux. Enfin, moderniser un peu. Parce qu'il faut être honnête, Denise. Tu n'as pas vraiment les moyens de suivre. Le silence qui a suivi m'a brûlé. Elle parlait de ma maison comme d'un objet, un objet qu'elle allait moderniser, réaménager, transformer, comme si j'étais déjà absente, comme si mes souvenirs pouvaient être arrachés des murs comme du vieux papier peint. J'ai serré les mains sur mes genoux, très fort, pour ne pas trembler, pour ne pas crier. Puis, calmement, j'ai demandé « Où est Julien ?» Elle a levé les yeux au ciel. « Il travaille. Et de toute façon, il m'a dit que tu ferais ça sans faire d'histoire. » Sans faire d'histoire. C'était ça, pour eux. Je n'étais pas une personne. J'étais une histoire à éviter. Une formalité à gérer. Une dernière signature. Et c'est là, exactement là, que tout s'est brisé. Parce que, d'un coup, j'ai vu des années et des années de petites humiliations s'aligner comme des perles. Les remarques sur mon âge, les critiques sur ma façon de faire, les décisions prises sans moi, les rendez-vous annulés au dernier moment, les invitations qui sonnaient comme des obligations, les petits soupirs, les regards, les gestes déplacés, tout cela formait un chemin très clair. Il menait à cette feuille bleue, cette donation préparée dans mon dos, cette dépossession programmée. Charlotte tendit le stylo. Un stylo qu'elle avait pris dans ma propre entrée, sans demander. « Allez, Denise. » On s'y met? J'ai levé les yeux, je l'ai regardé, vraiment regardé. Et j'ai senti, pour la première fois depuis longtemps, une force froide monter en moi. Une force silencieuse. Une force vieille comme ma mère, comme mon père, comme Pierre. Une force que je croyais enterrée. Je me suis levée, je me suis approchée. Et j'ai posé doucement la main sur le dossier. Puis j'ai dit, d'une voix que je ne me connaissais pas. « Charlotte, c'est toi qui ne comprends pas les choses. » Elle a ouvert la bouche. Mais je l'ai coupée. « Tu n'as aucune idée de ce que je suis encore capable de protéger. » Elle a reculé d'un pas. Juste un. Mais je l'ai vu. Ce pas-là a tout changé. Parce qu'à ce moment précis, elle a compris qu'elle n'aurait pas ma signature. Pas ce jour-là, pas un autre jour. Elle a refermé son dossier, brusquement. Elle a prétexté un rendez-vous. Elle est partie sans se retourner, comme si quitter ma maison plus vite allait effacer sa défaite. La porte s'est refermée. Le silence est revenu. Et c'est là, dans ce silence, que je me suis dit, maintenant c'est moi. Pas pour pleurer, pas pour supplier, pas pour reculer, pour agir. Parce que ce jour-là, Charlotte avait montré sa main. La donation, le plan, l'ambition. Et moi, j'avais une autre arme, plus forte, plus lente, plus définitive, une lettre du notaire. La porte venait de se refermer derrière Charlotte, laissant dans la maison un vide étrange.
un vide lourd, presque matériel. J'ai entendu ses talons s'éloigner sur le gravier, rapides, nerveux, comme si elle voulait fuir l'échec qu'elle n'avait pas prévu. Je suis resté un moment immobile, debout dans l'entrée, les mains légèrement ouvertes, comme si mon corps ne savait plus quoi faire d'un silence aussi dense. Puis je suis allé m'asseoir dans la cuisine, toujours à la même place, celle où Pierre s'asseyait le soir, après son travail, pour me demander « Ça a été ta journée, ma Denise ?» Ce souvenir seul a suffi pour que mes yeux se brouillent. Mais je ne voulais pas pleurer. Je n'étais plus dans ces larmes-là. J'étais ailleurs, dans un endroit plus froid, plus clair. J'ai posé le dossier bleu sur la table. Je l'ai regardé longtemps, comme on regarde une bête blessée qui pourrait encore mordre. Puis j'ai ouvert la première page. Ma main ne tremblait pas. Cette donation qu'ils avaient préparée, elle était complète, précise, pensée, froide. Ils n'avaient laissé aucune ligne au hasard, aucune hésitation. Ils avaient rempli les champs comme on remplit un formulaire administratif quelconque. Nom du donateur, nom des bénéficiaires, transfert de propriété, évaluation du bien, conditions de gestion, tout. Tout sauf ma signature, mon dernier rempart. Et soudain, la vérité m'a frappé avec une netteté que je n'avais encore jamais ressentie. Ils étaient prêts. Ils avaient préparé leur mouvement. Ils étaient en marche. Je ne pouvais plus faire semblant de ne pas voir. J'ai fermé le dossier. Je me suis levée. J'ai fait un thé. Le même geste, répété 1000 fois depuis la mort de Pierre. Mais cette fois, l'eau chaude n'était pas un réconfort. Elle était une transition. Je me suis assise dans le petit fauteuil près de la fenêtre. J'ai tiré vers moi mon carnet bleu, celui où j'écrivais rarement, mais toujours dans les moments les plus essentiels. Je l'ai ouvert à une page blanche, et j'ai écrit une seule phrase. On ne vole pas une maison, pas quand une femme est encore vivante dedans. Puis j'ai refermé doucement le carnet. Ce geste, si simple, a eu un effet étrange. Il m'a ancré, il m'a redressé, il m'a rappelé qui j'étais. Je n'étais pas une femme qui cédait. Je n'étais pas une femme qui abandonnait. Je n'étais pas une femme qu'on poussait dans un coin. Pierre me l'avait répété toute sa vie. La dignité, Denise, c'est ce qu'on protège même quand tout le reste tombe. Ce soir-là, j'ai compris que c'était mon tour. Mon tour de protéger ce qui restait, ma vie, ma maison, ma place, mon nom. Les jours suivants ont été étranges. Je vivais comme en observation, comme si chaque geste devait être revu, réévalué, replacé dans une nouvelle perspective. Je rangeais mes papiers, je faisais l'inventaire de mes comptes, je relisais les courriers officiels, je vérifiais les dates, les montants, les titres fonciers. Je ne cherchais pas à me rassurer, je cherchais la faille, la mienne ou la leur, pour savoir exactement où agir, parce que je savais maintenant que je ne pouvais plus attendre, que si j'attendais encore, il signerait autre chose, trouverait un autre justificatif, ferait pression d'une nouvelle manière. C'est la nature même de ceux qui veulent posséder. Ils avancent tant qu'on recule. Alors j'ai décidé d'arrêter de reculer. Un soir, j'ai pris une grande inspiration. J'ai mis mon manteau, j'ai marché jusqu'au port. L'air froid m'a saisi le visage, mais je me sentais étrangement vivante. Je suis restée là, à regarder les lumières des bateaux danser sur l'eau noire. Et j'ai murmuré « Pierre, je vais devoir me battre seule cette fois. » Une vague plus forte que les autres s'est écrasée contre le quai. Comme une réponse, ou comme une approbation, j'ai senti mes épaules se détendre. Pour la première fois depuis des semaines, et c'est là que la décision a pris forme. Pas dans la colère, pas dans l'humiliation, pas dans le désir de revanche. Non, dans la clarté froide et tranchante d'une femme qui a assez donné, assez attendu, assez été effacée. Je suis rentrée chez moi. J'ai allumé la lampe du salon. J'ai ouvert un tiroir. Et j'ai sorti un petit carnet où étaient inscrits les numéros utiles. Médecin, voisin, assurance, et un nom que je n'avais pas prononcé depuis longtemps. Maître Comte, le notaire de famille, celui qui avait célébré la vente de la maison avec Pierre. Celui qui m'avait dit un jour « Madame Mercier, tant que vous êtes lucide, personne ne peut vous retirer ce qui est à vous. » J'ai posé mon doigt sur son numéro. J'ai hésité une seconde. Juste une. Puis j'ai composé. Il était presque 10 à 9h30. Je m'attendais à tomber sur un répondeur, mais sa voix, posée, calme, professionnelle, a répondu « Cabinet Comte,
J'écoute. Et là, la souffrance est sortie d'un coup, mais sans trembler, sans implorer, sans peur. J'ai dit, Maître, j'ai besoin de vous. On essaye de me prendre ma maison. Un silence grave, attentif, qui m'a fait plus de bien qu'un câlin. Puis sa réponse, lente, précise. Alors, nous allons empêcher cela. Venez demain, à 9 heures. J'ai raccroché. Je suis resté immobile un long moment. Et j'ai senti une paix étrange, une paix nouvelle, une paix armée. C'est ce soir-là que j'ai compris que j'avais franchi un seuil. Je n'étais plus dans la peur, je n'étais plus dans la résignation, j'étais dans l'action, dans la protection, dans la reconstruction de mes frontières, et surtout, dans la vérité. Parce qu'à partir de ce jour-là, il n'y avait plus de place ni pour l'illusion ni pour la naïveté. Charlotte voulait ma maison. Moi, j'allais lui envoyer la seule chose qu'elle n'avait pas prévue. Une réponse légale, une réponse écrite, une réponse irréfutable, une lettre du notaire. On croit parfois que les moments les plus importants de notre vie sont bruyants, qu'ils se manifestent avec fracas, disputes, grandes déclarations. Mais ce n'est pas vrai. La véritable reconstruction se fait dans le silence. Le silence des décisions, le silence des signatures, le silence des choix qu'on ne peut plus reporter. Le lendemain matin, à 9 heures précises, j'étais dans le bureau de Maître Comte. Le cabinet n'avait pas changé depuis ma dernière visite, 30 ans plus tôt, la même odeur de papier neuf et de bois ciré, les mêmes classeurs parfaitement alignés, la même horloge à balancier, dont le tic-tac semblait battre plus fort lorsque l'on se trouvait face à une vérité lourde. Maître Comte est entré, lentement, son éternelle chemise grise bien repassée, ses lunettes au bout du nez. « Bonjour, Madame Mercier. Asseyez-vous. » Sa voix était calme, mais j'y ai senti une vigilance attentive. Comme s'il avait compris dès la veille que rien de ce que j'allais dire ne serait léger. Je me suis assise. J'ai posé mon sac à mes pieds. Mes mains étaient jointes sur mes genoux. Je me suis sentie vieille, soudaine, mais pas fragile. Vieille comme une montagne, solide, immuable. « Alors, parlez-moi, » dit-il. Je lui ai raconté les remarques sur mon âge, les intrusions dans mes décisions, les papiers qu'on voulait me faire signer, le dossier déjà rempli, la demande de donation, l'enveloppe beige, le ton sec de Charlotte, le silence de Julien. Je racontais, et Maître Comte notait, lentement, sans m'interrompre. Ses sourcils se fronçaient parfois, mais il gardait cette retenue des notaires. Pas d'émotion trop visible, juste une précision chirurgicale. Quand j'ai terminé, il a posé son stylo. « Vous avez bien fait de venir, Denise. Très bien fait. Je ne veux pas qu'ils me prennent ce qui est à moi, » ai-je murmuré. « Ils ne le feront pas. » Il a ouvert un tiroir, mais il va falloir être méthodique. Un mot que j'aimais. Méthodique. L'exact contraire de ce que Charlotte espérait. Une signature arrachée dans la confusion. « D'abord, dit-il, nous allons vérifier votre titre de propriété. » Je l'ai apporté. J'ai sorti de mon sac un classeur beige, soigneusement rangé la veille. Il l'a feuilleté avec minutie. « Parfait. Vous êtes propriétaire pleine et entière. Aucun démembrement, aucun usufruit partagé. Rien ne les autorise à réclamer ou anticiper quoi que ce soit. » Ces mots ont réchauffé quelque chose en moi, une part de mon cœur que Charlotte avait glacée. « Ensuite, continua-t-il, nous allons sécuriser l'ensemble de vos documents, compte bancaire, assurance, épargne retraite, protection juridique, testament, mandat de protection future. » Je l'ai regardé, surprise. « Le mandat ? Oui. Un document qui certifie que vous êtes lucide et que vous désignez vous-même la personne qui pourra agir pour vous si, un jour, vous perdez vos capacités. » Il a marqué une pause. « Cela empêchera toute tentative de mise sous tutelle non justifiée. » Ce mot a résonné. Tutelle, le spectre silencieux derrière la donation, le vrai projet de Charlotte. J'ai senti un frisson me parcourir. « Je veux le faire, » ai-je dit. Ma voix n'avait pas tremblé. J'en ai été fière. « Bien, nous allons tout préparer. » Il a pris un autre dossier. Vert cette fois. « J'aimerais que vous me fassiez confiance sur un point, Denise. » Je l'ai regardé. Ses yeux étaient calmes, mais déterminés. « Ce qui vous protège, ce ne sont pas les mots que vous direz à votre famille.
Ce sont les documents que vous signerez ici. Cette phrase, si juste, si froide, si vraie. Elle s'est imprimée en moi comme une cicatrice lumineuse. Pendant 2 heures, nous avons travaillé. Lentement, précisément. Chaque pièce que je sortais, chaque signature que je posais, me rendait un morceau de moi-même. Il m'expliquait tout. Chaque choix, chaque possibilité, chaque conséquence. Je notais dans mon carnet, mot après mot, comme si écrire me protégeait encore davantage. Puis, au bout d'un long moment, il a glissé vers moi un document d'une chemise bleue. Et voici, le point essentiel. Je l'ai pris. Mes yeux ont parcouru les premières lignes. Et mon souffle s'est arrêté. C'est « oui », confirma-t-il, une opposition formelle à toute donation non volontaire. Exactement. Et cette lettre sera envoyée directement à votre fils et à sa femme. Une pause, par recommandé. Avec accusé de réception, j'ai refermé le dossier avec une lenteur cérémonielle. Je crois que c'était la première fois, depuis la mort de Pierre, que je me sentais protégée. Ils ne pourront plus rien tenter, conclut-il. Et s'ils insistent, alors ils seront rappelés à la loi. Il m'a regardé. Et croyez-moi, Denise, la loi est plus forte que le chantage affectif. J'ai respiré profondément. Ce que je ressentais n'était pas de la vengeance. C'était du respect. Quelque chose que j'avais presque oublié. En sortant du cabinet, l'air frais m'a enveloppé. Je descendais la rue lentement, les mains dans les poches de mon manteau. J'avais l'impression de marcher différemment, comme si quelqu'un avait replacé ma colonne vertébrale. Les gens semblaient plus petits, la ville plus nette, et moi, plus haute. Arrivé chez moi, j'ai posé mon classeur sur la table. Je l'ai ouvert. Je l'ai caressé du bout des doigts. C'était un objet simple. Papier, plastique, encre, mais il contenait ma liberté. Et j'ai murmuré, dans le silence du salon, « Cette fois, Charlotte, tu ne m'auras pas. » Parce qu'à partir de ce jour-là, tout ce qui allait suivre était déjà décidé. La maison ne serait pas leur héritage anticipé. Elle serait ma victoire silencieuse. Et bientôt, très bientôt, ils recevraient la lettre du notaire. Le piège n'a pas claqué d'un coup. Il s'est refermé comme tombent certaines portes lourdes. Lentement, silencieusement, mais sans retour possible. 3 jours après ma rencontre avec Maître Comte, la lettre est partie. Je l'ai vue glisser dans l'enveloppe à fenêtre, j'ai observé le timbre bleu, j'ai regardé sa main appuyée sur le rabat. Et j'ai su, à cet instant précis, que plus rien ne serait comme avant. Je ne me souvenais plus d'avoir ressenti une paix aussi froide. Pas une paix douce. Non, une paix de marbre. Une paix qui dit « J'ai fait ce qu'il fallait, maintenant que la vérité arrive ». La lettre a été envoyée en recommandé, à l'adresse de Julien et Charlotte. Je connaissais par cœur ce geste. Elle arriverait. Ils devraient signer, l'ouvrir, et tout deviendrait clair. Ils croyaient me mener. Ils allaient découvrir qu'ils ne m'avaient jamais vraiment connue. Le vendredi suivant, à 14h32 exactement, mon téléphone a sonné. Une sonnerie brève, nerveuse. Je savais déjà que c'était eux. Le nom de Julien s'est affiché. J'ai attendu 3 sonneries avant de décrocher. Pour la première fois de ma vie, je prenais le temps. « Man », commença-t-il, la voix basse, étranglée. Il respirait court. Je l'entendais tourner en rond, comme un homme qui cherche une sortie dans une pièce qu'il croyait connaître. « Tu peux venir ? » ?»« Pourquoi ?» ai-je demandé calmement. « On a reçu une lettre du notaire. C'est grave ?» J'ai fermé les yeux un instant. Ce n'était pas de la satisfaction. C'était de la lucidité. « Je viens », ai-je répondu. J'ai pris mon manteau, mon carnet, mon calme, et j'ai marché jusqu'à leur maison. Quand Charlotte a ouvert la porte, j'ai su immédiatement qu'elle avait lu la lettre avant Julien. Son visage n'avait plus rien de conquérant. Pâle, crispé, les épaules hautes comme si elle recevait un vent glacial en plein visage. Elle a reculé d'un pas en me voyant. Un geste minuscule, mais révélateur. « Entre », dit-elle simplement. Sa voix était différente, étrangement plate, comme si elle parlait à quelqu'un qu'elle ne parvenait plus à dominer. Julien était dans le salon, assis au bord du canapé, la lettre ouverte devant lui. La feuille tremblait entre ses doigts. Il m'a regardé comme un enfant surpris en pleine bêtise. Pas honteux, perdu. « Man, pourquoi tu as fait ça ?» J'ai avancé lentement. Je me suis assise en face d'eux. Je n'avais pas peur.
Je n'avais plus peur depuis longtemps. Parce que vous avez essayé de me prendre ma maison? Ai-je répondu, sans hausser la voix. Ce n'était pas. Julien s'étouffa presque, ce n'était pas ce qu'on voulait. Alors qu'est-ce que vous vouliez? Ai-je demandé. Il n'a rien répondu. Charlotte, elle, a serré les lèvres, puis elle a fini par dire. On voulait juste organiser. Organiser. Encore ce mot. Comme si ma vie était un fichier. Comme si mes années étaient une colonne Excel. Charlotte, ai-je murmuré, vous aviez déjà rempli la donation. Vous êtes venue chez moi avec un stylo. Vous n'étiez pas dans l'organisation. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous étiez dans la prise. Elle a blêmi. Julien, lui, a fermé les yeux, longuement. Je l'ai vu s'effondrer intérieurement. Pas de colère, mais de vérité. Il a posé la lettre sur la table. Ce document dit que nous n'avons aucun droit de te demander une donation. Qu'on s'expose à des poursuites si on insiste. Il leva les yeux vers moi. Tu crois vraiment qu'on ferait ça? Je l'ai regardé longtemps. Trop longtemps peu. Être. Oui, Julien. Vous avez déjà commencé. Silence. Un silence dense, plus lourd que tous les mots du monde. Charlotte se redressa un peu, tentant de reprendre un semblant de contrôle. Ce notaire exagère. Il dramatise. Non, ai-je répondu. Il met des mots sur ce que vous avez fait. Elle ouvrit la bouche, la referma, chercha un argument, n'en trouva aucun. Parce que cette fois, il n'y avait plus de terrain mouvant où se dérober. La loi venait de tracer un cercle autour de moi. Un cercle qu'il ne pouvait plus franchir. Julien a finalement parlé, la voix brisée. « Pourquoi tu ne nous as rien dit avant? Parce que vous ne m'auriez pas écouté. »« Si » protesta-t-il faiblement. « Si » Julien, tu n'as rien dit quand elle a posé la donation devant moi. Je marquai une pause. Tu n'as rien dit quand elle a parlé de me simplifier. Silence. Tu n'as rien dit quand elle a dit que je décrocherais. Julien a baissé la tête. Ses épaules se sont affaissées. Charlotte, elle, serrait la lettre si fort que le papier se plissait entre ses doigts. « Et maintenant » demanda-t-elle, la voix sèche mais tremblante. Je me suis levée. J'ai remis mon manteau. Je les ai regardés l'un après l'autre, sans colère, sans rage, sans vengeance. « Maintenant, c'est très simple. Tu vas nous punir » cracha presque Charlotte. « Non. » Je secouai la tête. « Je vous protège de votre propre avidité. Et je me protège moi-même. » Je pris une inspiration lente. À partir de maintenant, aucune décision concernant ma vie, ma maison, mes biens, ne passera plus par vous. Je me tournai vers Julien. Tu n'es plus mon gestionnaire. Tu redeviens simplement mon fils, si tu en es capable. Il releva la tête. Il avait des larmes dans les yeux. Charlotte, elle, avait perdu toutes ses armes. Je me dirigeai vers la porte. Avant de sortir, je me retournai une dernière fois. Et Charlotte, elle sursauta. La prochaine fois que tu veux la maison d'une femme, assure-toi qu'elle n'ait pas de notaire. Je sortis. Le vent d'hiver me fouetta le visage. Mais je n'avais jamais marché aussi droite. Ce jour-là, ce n'est pas moi qui suis tombée. C'est leur plan, c'est leur certitude, c'est leur domination. Le piège s'était refermé. Pas sur moi. Sur eux, l'éclatement familial n'a pas commencé avec un cri. Il a commencé avec un silence étrange, glacial, qui s'est installé entre nous comme une fissure qu'on n'arrive plus à éviter. Depuis ce jour-là, depuis cette lettre du notaire posée comme une gifle sur leur table basse, rien n'était plus comme avant. Même mes pas dans leur maison avaient changé. Ils ne sonnaient plus comme ceux d'une mère accueillie, mais comme ceux d'une témoin. Une témoin qu'on aurait voulu effacer, mais qui, finalement, était encore debout. Julien ne m'appelait plus autant, Charlotte encore moins. Les messages se faisaient courts, superficiels, mécaniques. La politesse devenait une sorte d'obligation minimale, presque administrative. Et puis, il y avait autre chose. Une gêne, un malaise diffus, comme si la vérité, maintenant écrite noir sur blanc, avait un poids impossible à dissimuler. Les premiers échos du conflit se sont manifestés le dimanche suivant. Charlotte avait proposé d'un ton glacial de maintenir le déjeuner en famille. Je savais que c'était une façade. Elle voulait sauver les apparences, prouver que tout allait bien. Mais tout n'allait pas bien. Et tout le monde le sentait. Emma est venue m'ouvrir en courant. Elle m'a serré fort, trop fort pour une fillette de son âge. Comme si elle avait peur qu'on me retire à elle. « Mamie, tu restes longtemps, hein ?» J'ai posé une main sur sa joue.
Autant que tu voudras, ma chérie. Julien est arrivé peu après. Son sourire était forcé, tiré, fragile. Salut, Man. Bonjour, Julien. Nos voix flottaient dans l'air comme des objets qu'on ne savait plus où poser. La table était dressée, mais l'atmosphère était tendue, lourde, presque suffocante. Charlotte servait le repas avec une précision trop rigide, comme si chaque geste était une manière de garder le contrôle sur quelque chose, n'importe quoi, puisque tout le reste lui échappait. Elle n'osait plus me regarder. Pas vraiment. Elle évitait mes yeux, se concentrait sur les assiettes, les couteaux, les serviettes. Son assurance habituelle s'était fissurée. La lettre du notaire brûlait encore entre nous, même sans être là. À un moment, elle a pris une inspiration longuement contenue, puis elle a lâché. Si tout le monde faisait un peu plus d'efforts, on n'en serait pas là. Un silence. Julien a levé les yeux vers elle. Charlotte, arrête. Elle s'est figée, comme si elle recevait une gifle derrière les yeux. Quoi? Arrête de faire comme si c'était la faute de tout le monde, sauf la tienne. Moi? S'étrangla-t-elle. Elle se tourna vers moi. C'est quand même incroyable. Je veux juste éviter les conflits, mettre un peu d'ordre, et voilà qu'on me traite comme une criminelle. Je restais calme, très calme. C'est ce calme-là qui la déstabilisait le plus. Charlotte, ai-je dit, si tu voulais éviter les conflits, tu n'aurais pas préparé une donation dans mon dos. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Julien passa sa main sur son visage. On aurait dû lui parler, dit-il. Non, répliqua Charlotte. Tu aurais dû me soutenir. Tu aurais dû m'expliquer que je faisais ça pour nous, pour notre famille. Julien la regarda longuement, tristement. Une famille ne se construit pas sur un vol. Le mot tomba dans la pièce comme une pierre jetée dans un miroir. Vol. Charlotte devint livide. Elle jeta sa serviette sur la table. Très bien, très bien. Puisque tu penses cela, assume. Elle se tourna vers moi, les yeux pleins d'une colère blessée, presque animale. J'ai essayé de t'aider, Denise. Oui, j'ai anticipé. Oui, j'ai organisé. Et tu sais pourquoi? Parce que ton fils n'en est pas capable sans moi. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un pour tenir cette maison, pour planifier, pour protéger, tout s'écroule. Julien se leva brusquement. Arrête. Non, explosa-t-elle. Tu veux la vérité? Je n'ai jamais eu de belle-mère. J'ai eu un fardeau, un poids. Quelqu'un que je devais gérer parce que ton fils n'avait pas le courage de... Elle s'arrêta net. Elle venait de dépasser une limite qu'elle ne pourrait jamais réparer. Emma, au fond de la pièce, commença à pleurer doucement. Julien se tourna vers sa fille, la prit dans ses bras, puis il se tourna vers moi, les yeux humides. « Man, je suis désolé. » Je posai une main sur son bras. « Ce n'est pas à toi d'être désolé, mon fils. » Charlotte tremblait. Son masque était tombé. Complètement. Définitivement. Elle avait perdu. Pas la maison. Pas un papier. Elle avait perdu l'estime. Le seul capital qu'elle croyait maîtriser. Les semaines suivantes n'ont été qu'ondes de choc. Des disputes à voix basse derrière les portes. Des couchers de soleil où Julien sortait marcher seul pendant des heures. Des jours où Charlotte partait chez sa mère avec les enfants. Des nuits où personne ne dormait dans la maison d'en face. La vérité ne détruit jamais une famille par elle-même. Elle révèle seulement ce qui était déjà en train de pourrir. Et chez eux, tout était déjà fragile. Julien venait me voir parfois, pas pour se plaindre, pour respirer, pour parler avec quelqu'un qui ne lui demandait rien. « Je ne sais plus où j'en suis, » disait-il. « Tu vas trouver, Julien. Et si je me trompe, alors tu apprendras. C'est comme ça qu'on devient un homme. » Un soir, il m'a dit, les yeux baissés, elle ne supporte plus la lettre. Elle dit qu'elle n'a jamais été humiliée comme ça. Je lui ai répondu doucement. On ne s'humilie jamais en respectant la loi. Il a hoché la tête. Il comprenait. Charlotte, elle, s'enfonçait. Dans la colère, dans le mutisme, dans une forme de honte qu'elle ne savait pas nommer. Et depuis qu'un notaire avait écrit noir sur blanc qu'elle avait tenté d'obtenir une donation douteuse, elle se sentait jugée par le monde entier. Mais personne ne la jugeait. Elle le faisait toute seule. Puis un soir, Julien est venu chez moi, les épaules basses. « On va faire une pause, dit-il. »« Vous séparez ?» Il soupira. Elle est partie quelques jours. Chez sa mère. Et toi? Je reste, avec Emma. Il releva les yeux. Je ne peux pas continuer à vivre dans le mensonge, ni dans le contrôle. Je lui ai préparé un thé. Il s'est assis.
Il avait l'air plus vieux que la veille, mais aussi plus vrai. Merci. Pourquoi? Pour m'avoir ouvert les yeux. Ce n'est pas moi, Julien. C'est la vérité. Il a souri tristement. Un sourire sans joie, mais sans tension. Tu sais, la lettre du notaire? Il marqua une pause. Elle n'a pas détruit notre famille. Il secoua la tête. Elle a juste enlevé le couvercle. Je n'ai rien ajouté. La vérité avait parlé. Et l'éclatement, aussi douloureux soit-il, avait apporté quelque chose que je n'espérais même plus. Une possibilité de renaissance. Au moins pour l'un de nous. On croit toujours que la nouvelle vie commence avec un déménagement, une décision radicale, un changement spectaculaire. Mais ce n'est pas vrai. Ma nouvelle vie, à moi, a commencé un matin ordinaire, avec un rayon de soleil qui traversait la véranda et venait se poser sur la table de la cuisine. Un rayon léger, comme une main posée doucement sur l'épaule. Je buvais mon café, l'odeur du pain grillé flottait encore dans la pièce. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que mon cœur battait sans cette tension sourde qui m'accompagnait depuis des mois. J'ai respiré, vraiment respiré. Une respiration profonde, entière, qui ne cachait plus la crainte qu'on ouvre ma porte pour me surveiller, me presser, me conseiller, sans que je le demande. J'étais seule, mais enfin seule dans le bon sens. Seule avec moi-même. Seule dans une maison redevenue mienne. Seule avec mon silence. Un silence qui n'écrasait plus. Un silence qui guérissait. Le premier vrai changement a été dans mon corps. Oui, mon corps. Je marchais plus droite, moins lourde, comme si la lettre du notaire avait retiré un poids que je portais sans même le savoir. Je me suis mise à sortir plus souvent. Je traversais le jardin, j'allais jusqu'à la boulangerie, je marchais le long du port avec un plaisir que j'avais oublié. Le vent salé me frappait les joues. Je sentais mon manteau flotter autour de moi comme une cape. Les commerçants du quartier me saluaient avec leur gentillesse habituelle. Mais maintenant, je sentais que je méritais vraiment cette gentillesse, parce que j'avais retrouvé ma place dans ma propre vie. Un matin, la boulangère m'a dit « Vous avez bonne mine ces temps-ci, Denise. On dirait que quelque chose s'est allégé chez vous. » J'ai souri en coin. Elle ne savait pas à quel point elle avait raison. Le deuxième changement fut ma maison elle-même. Je l'ai vue autrement, comme un corps vivant que l'on soigne, que l'on respecte. Un corps qui avait été menacé, mais qui respirait à nouveau. J'ai lavé les rideaux, j'ai repeint les volets d'un bleu plus vif, celui que Pierre aimait. J'ai rangé les papiers, triés, classés, sécurisés, jusqu'à ce que tout soit clair comme l'eau d'un verre. Un après-midi, en ouvrant une fenêtre, une odeur de glycine est entrée dans la pièce. Je me suis arrêtée net. Cette odeur, Pierre l'adorait. Il disait que la glycine était la plante des maisons qui avait une âme. Je suis restée ainsi, debout, à respirer, à laisser les années revenir doucement. Et pour la première fois depuis sa mort, je n'ai pas pleuré. J'ai souri. Parce que, d'une certaine manière, il était encore là. Dans la lumière, dans les murs, dans ma dignité retrouvée. Puis il y eut Julien. Lentement, comme on revient vers un port après une tempête, il a commencé à me parler autrement. Il m'appelait sans raison précise. Juste pour dire bonjour, pour me raconter sa journée, pour me demander comment je me sentais. Il venait parfois dîner, juste lui. Nous deux, comme quand il était plus jeune, il posait une bouteille de vin sur la table, s'asseyait et disait « J'avais besoin d'air. Chez toi, ça va mieux. » Ce « chez toi » avait une saveur nouvelle. Il n'était plus un lieu qu'on voulait prendre. Il redevenait un refuge, un espace où il pouvait être un fils, sans masque, sans allégeance à protéger. Julien parlait de Charlotte avec prudence, toujours avec respect, mais avec la lucidité d'un homme qui voit enfin ce qu'il n'avait jamais voulu voir. Il ne cherchait plus à la défendre, il cherchait à comprendre comment il avait pu se laisser entraîner dans quelque chose qui ne lui ressemblait pas. « J'ai été lâche », m'a-t-il avoué un soir. « Non, tu as été amoureux. Et toi ? Tu as souffert à cause de ça. On souffre toujours un peu de ceux qu'on aime. » Il s'est mis à pleurer. Silencieusement, comme un enfant qui n'a plus honte, je lui ai pris la main. J'ai senti ses doigts serrer les miens. « Julien, tu n'es pas défini par tes erreurs. » Il a hoché la tête. Puis il m'a dit, presque en chuchotant, « Man, je ne laisserai plus jamais personne décider à ta place. » Ces mots-là,
Ils ont réparé quelque chose en moi que je croyais irréparable. Et Emma, ma douce Emma, elle venait plus souvent depuis que Charlotte était partie quelques jours chez sa mère. Elle arrivait avec son sac à dos rose, ses cheveux en bataille, ses cahiers pleins de dessins. « Mamie, tu sais ce que j'ai dit à maman? Dis-moi que tu étais forte et qu'on ne doit pas te faire du mal. » J'ai senti une chaleur dans ma poitrine, une chaleur profonde, ancienne, presque maternelle dans l'autre sens. Je voulais la protéger, mais elle me protégeait aussi. Nous faisions des gâteaux, nous lisions des histoires, nous laissions le temps passer, comme une rivière lente qui lave les pierres. Emma me posait des questions sur Pierre, sur mes parents, sur ma jeunesse, et je racontais, je retrouvais mes souvenirs, je retrouvais ma vie. Un matin, j'ai pris une décision que je n'avais jamais envisagée. Je me suis rendue au cabinet de Maître Comte. Il m'a accueillie avec son sourire discret. « Denise, vous semblez sereine. Je viens modifier une chose. » Il a hoché la tête, prêt à écrire. J'ai dit simplement, « Je veux que ma maison reste à moi tant que je vivrai. » Puis, un jour, elle ira à Emma. Pas à d'autres. À elle. Il n'a rien dit pendant quelques secondes. Puis il a murmuré, « C'est un très beau choix. » Et j'ai signé, d'une main ferme, d'une main libre. Ma nouvelle vie ne ressemblait pas à un triomphe. Elle ressemblait à quelque chose de plus rare. La paix après le désert. La lumière après l'ombre. La dignité retrouvée. Je me levais avec lenteur, mais sans peur. Je m'endormais sans cette boule dans la poitrine. Je n'attendais plus rien de personne. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que les liens se reforment. Les vrais liens. Pas ceux qu'on force. J'étais seule, mais je n'étais plus abandonnée. J'étais libre, et je n'étais plus sous la main d'aucune autre femme. J'étais de nouveau Denise, et ma maison enfin respirait avec moi. On arrive toujours à un moment où la vie cesse de nous parler avec fracas. Elle nous parle autrement, dans les détails, dans les silences, dans les gestes qui n'appartiennent à personne d'autre qu'à nous. Ma nouvelle vie n'a pas été un miracle soudain. Elle a été une reconquête, une reprise de territoire intérieur. Un retour à moi-même après des mois de glissement, de petites blessures, de mots tranchants, de manipulations déguisées en conseils. Un soir, quelques semaines après tout cela, j'ai fermé les volets plus tôt que d'habitude. Le ciel était rose, presque mauve, comme les soirs d'été où Pierre et moi buvions un café dans le jardin. J'ai allumé une petite lampe, la même qui avait toujours éclairé nos hivers. Je me suis assise dans le fauteuil près de la véranda, et j'ai observé ma maison. Elle n'avait pas changé. Les meubles étaient les mêmes. Les photos au mur n'avaient pas bougé. Le parquet portait toujours les mêmes rayures. Mais quelque chose était différent. Quelque chose avait repris sa place. Moi, la maison n'était plus menacée. Elle n'était plus un enjeu, une cible, un calcul. Elle était redevenue un refuge. Mon refuge, Julien est venu ce soir-là, tard, alors que je ne l'attendais plus. Il a frappé doucement, comme un enfant qui craint de réveiller quelqu'un. Entre, mon fils. Il s'est assis à ma table. Il avait le visage fatigué, mais clair. Un visage d'homme qui traverse quelque chose de difficile, mais qui ne se dérobe pas. On a décidé de se séparer, dit-il simplement. Il regardait ses mains. Je ne peux plus vivre dans la tension, dans la méfiance. Et puis, tout ce que tu m'as dit, tout ce qui s'est passé, ça m'a ouvert les yeux. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je sentais que ces mots devaient exister sans que je les couvre d'un conseil ou d'un jugement. « Tu sais, Julien, » ai-je fini par murmurer, « la vie ne se reconstruit jamais en une seule fois. Je sais, tu vas apprendre, tu vas changer, tu vas faire des erreurs encore. » Il sourit tristement, mais au moins, elles seront les miennes. Je lui ai pris la main, je l'ai serrée. Je suis fière de toi. Il a inspiré profondément, comme pour retenir quelque chose qui voulait sortir depuis trop longtemps. Merci, Man. Merci de ne pas m'avoir abandonné, même quand j'étais aveugle. Ces mots, ils ont réparé un fil entre nous qui n'aurait jamais dû se rompre. Les semaines ont passé. Charlotte n'est plus revenue me voir. Elle n'a pas essayé de s'excuser, pas tenté de se justifier. Elle s'est retirée, d'elle-même, comme quelqu'un qui sait qu'aucun mot ne pourrait recoller une vitre trop profondément fêlée. Je n'ai gardé ni colère ni vengeance, parce que ces deux sentiments, je l'ai appris avec l'âge, finissent toujours par ronger celui qui les porte. Ce que j'ai gardé, c'est la lucidité, la clarté.
Cette certitude nouvelle que ma dignité ne dépend plus de la reconnaissance d'autrui. Je n'attends plus que l'on me respecte. Je me respecte. Et c'est suffisant. Un dimanche, Emma est venue avec un bouquet de petites fleurs blanches. C'est moi qui les ai choisies. Elles sont magnifiques, ma chérie. Elle a posé son cartable dans l'entrée. Elle a couru dans la cuisine. Et elle a dit cette phrase simple qui m'a remplie d'une émotion douce, presque enfantine. « Mamie, chez toi, on respire mieux. » Je l'ai serrée contre moi. Ses bras fins autour de mon cou, sa petite tête posée contre mon épaule, c'était comme si tout le chemin parcouru trouvait soudain un sens. Je lui ai montré la maison, pièce après pièce. Je lui ai parlé de Pierre, de son premier dessin sur la table du salon, de la glycine que j'avais plantée il y a 30 ans. Elle écoutait, les yeux ronds, comme si elle découvrait un conte. Puis, elle a posé sa main dans la mienne. « Tu sais, mamie, même si maman dit parfois des choses dures, moi je sais qui tu es. » Ces mots-là, ils valent toutes les victoires. Ce soir-là, après qu'elle soit partie avec Julien, j'ai pris mon carnet bleu. Je l'ai ouvert. J'y ai écrit quelques lignes. Rien d'extraordinaire. Juste ce que je ressentais. J'ai traversé une tempête. Elle m'a blessée. Elle m'a transpercée. Mais elle ne m'a pas emportée. J'ai fermé le carnet. Je l'ai posé sur la table. Et je me suis levée pour fermer les volets. Dehors, la nuit tombait doucement. Une nuit tranquille. Une nuit propre. La maison était calme, mais pas vide. Elle était pleine de moi, pleine de ma force retrouvée, pleine de ma vérité. Je me suis arrêtée devant la fenêtre, les mains posées sur le rebord. J'ai regardé la rue, les lampadaires, la glycine, ma vie. Et j'ai compris une chose essentielle. Je n'avais pas gagné contre quelqu'un. J'avais gagné pour moi. J'avais repris ma place, ma voix, ma maison, ma paix. Et dans ce moment suspendu, dans cet instant où la souffrance se transforme en maturité, où la colère se dissout dans la dignité, où la solitude devient force, j'ai murmuré très doucement, comme une vérité que je laisse flotter dans l'air pour qu'elle apprenne à exister seule. Le silence peut aussi être une forme de justice.